merci à Miron Canada d'avoir pensé à nous faire un signe, dire est-ce que c'est pas intéressant? Et oui, pour moi, c'est très intéressant, comme vous l'avez vu, parce que vos réactions, effectivement, sont extrêmement pertinentes et ça peut nous aider dans les groupes de soutien, justement, à orienter un petit peu nos activités, nos questions. Moi, je suis enchantée de vous rencontrer. Je me sens déjà des affinités un peu avec vous. Mon père était biochimiste et il a travaillé toute sa vie pour le pharmaceutique et pour des compagnies américaines d'appareils d'analyse du sang. Alors, c'est tout à fait par hasard. Je suis certaine que quand Michel et Jessie m'ont contacté, elles ne le savaient pas. Mais effectivement, j'ai une connexion déjà avec vous. Ça me fait très plaisir. Mais aussi, je suis nutritionniste de métier. Et donc, les sciences de la vie, c'est l'histoire de ma vie. Ça me passionne. C'est toujours ce qui m'a intéressée. Et par contre, je ne m'attendais pas à devenir aussi passionnée des résultats d'analyse. Ça s'est développé avec mon parcours du Miellon. Bon, si on se transporte au printemps 2020, à quoi vous pensez au printemps 2020? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça. Il s'est passé quelque chose dont on ne veut plus entendre parler, mais c'était mon contexte. Alors, au printemps 2020, j'étais en train de préparer mon déménagement pour rentrer au Québec, parce que j'ai eu le bonheur, le privilège de travailler 20 ans en Europe, 6 ans à Paris pour Danone, et puis 14 ans en Suisse au siège social de Nestlé. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, mais les cas ont commencé à s'accumuler plus vite dans certains pays que d'autres. Et en Suisse, on a été confinés quelques semaines avant le Québec. Alors déjà, moi, quand j'étais en contact avec ma famille, les amis, on se disait, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais c'est arrivé. C'est arrivé au Québec. Et donc, moi, j'étais en train de préparer mon déménagement. Je voulais rentrer. Ma mère, qui était déjà au-delà de l'âge de 90 ans, je la voyais décliner, devenir plus fragile. Je me suis dit, je vais rentrer, je vais me rapprocher pour être disponible pour l'aider. Donc, arrive le confinement, la pandémie, le confinement. Déjà, les préparatifs compliqués sont devenus extrêmement complexes. Et évidemment, beaucoup d'inquiétudes. Ma mère vivait dans une RPA. Ça, c'est le sujet qu'on voyait dans les actualités tout le temps. Les RPA, les CHSLD étaient très touchés, il y avait des décès. C'était paniquant, c'était paniquant. Donc là, je me disais, il faut que je rentre. Mais en même temps, je ne peux plus rentrer, on est confinés, on ne peut même pas voyager. Ça a été très stressant. Et donc, au travers du tri, l'emballage et puis les nombreux Zooms avec le Québec, pour me détendre, j'allais randonner. C'est une activité que je faisais beaucoup. J'avais le plaisir de pouvoir faire ça en Suisse. J'allais randonner en haute montagne. Et en fait, j'étais très stressée dans cette époque-là, mais j'étais très en forme. À un moment donné, début juin, moi, mon projet, c'était de rentrer au Québec soit en juin, soit en juillet. Alors, début juin, j'étais tout simplement en train de laver la baignoire chez moi, agenouillée, penchée vers la baignoire, et je m'étire le bras pour aller prendre un produit nettoyant. Et je me suis sentie comme tombée dans la baignoire, comme si les côtes cédaient. C'était une sensation hallucinante. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais aucun problème de santé. J'ai eu la chance d'avoir une vie en pleine forme. Aucune autre comorbidité, mais la côte cède. Très bizarre. Alors, je vais voir mon médecin de famille en Suisse. Et à ce moment-là, on a fait des radios, on ne voyait rien. Souvent, on ne voit rien sur les radiographies. Parce qu'on voit apparaître plus tard la réparation, la
quand il n'y a pas de déplacement, on ne voit pas bien la fracture. Alors, on ne savait pas. On s'est dit, c'est peut-être musculaire, là, vous déplacez toutes sortes de boîtes pour le déménagement. Donc, anti-inflammatoire. Au bout d'un mois, l'ordonnance est échue. Je n'ai plus de comprimés. Mais je suis à 2 jours de prendre l'avion, de rentrer au Québec, finalement. Le container est parti, l'appartement est vidé, j'ai donné tous les formulaires à l'administration fiscale, etc. Et puis, j'allais encore très mal. Donc, je recontacte mon médecin qui me dit c'est quand même bizarre parce que ça devrait ne plus faire mal. Alors, elle dit je veux bien prolonger l'ordonnance, mais je veux absolument faire une analyse de plus. Et donc, on a fait une électrophorèse, on a eu les résultats en 24 heures. Et je pense qu'elle n'avait pas le droit de m'annoncer un diagnostic. De toute façon, il fallait faire une biopsie osseuse. Et je pense que, quand je prenais l'avion et que je devais faire une quarantaine au Québec, elle ne voulait pas me faire paniquer. Mais j'avais tous les résultats. En Suisse, on peut avoir tous les résultats, les rapports facilement, rapidement. Et j'avais une lettre pour un hémato-oncologue. Elle m'a dit voyez un hémato-oncologue au sortir de votre quarantaine. Alors, je fais la quarantaine, etc. Et là, en fait, de retour au Québec, après des années comme ça à l'étranger, je n'avais plus de carte de RAMQ. Il y a un délai de carence de 3 mois avant d'avoir une carte à nouveau et donc d'être ouvert. Et donc, j'ai fait appel à une clinique privée et peut-être par manque de moyens ou par incrédulité, je ne sais pas. Peut-être que je débarquais avec tout mon dossier, c'était tellement étrange. Peut-être aussi c'était la pandémie, c'était déjà étrange en partant. Mais le médecin dans la clinique privée a mis de côté tous les rapports et m'a dit c'est probablement une contusion. Alors, rebelote avec les anti-inflammatoires. On sait maintenant que c'est contre-indiqué, les anti-inflammatoires dans le cas de Milan. Vraiment contre-indiqué. Alors, là, le mois d'août s'est mal passé parce que des nouvelles douleurs apparaissaient, je bougeais à peine et puis d'autres douleurs aiguës apparaissaient avec vraiment, c'était insupportable. On a su plus tard, en voyant les cicatrices sur les os, qu'à ce moment-là, j'ai eu 9 fractures de côte. Gauche, droite, avant, arrière, je ne pouvais plus bouger. C'était infernal. À la fin du mois d'août, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Il faut que je rentre en Suisse parce que ici, je n'arrivais pas à me faire soigner à temps. Mais Dieu merci, j'ai eu une amie, parce que j'avais beaucoup conservé d'amis au Québec. J'ai une amie dont la sœur travaille à la Fédération des médecins spécialistes. Donc, dans une fin de semaine, téléphone, et je reçois un coup de fil du président de l'Association des hémato-oncologues, Dr. Martin Champagne, lundi matin, genre à 7 heures. Je l'entendais marcher sur le trottoir et s'en aller à l'hôpital. Je dis bon, qu'est-ce que vous avez? Oui. Présentez-vous mercredi à mon bureau, telle adresse, etc. On va faire une biopsie. On fait la biopsie. J'ai eu le diagnostic rapidement. Là, il a fallu attendre d'avoir ma carte avant de commencer la chimio, mais le jour 1 où j'avais la carte, où j'étais remboursée, on a commencé la chimio. Alors moi, je leur suis extrêmement reconnaissante. C'était un hôpital communautaire qui m'a pris en charge au début, Verdun, mais Dr. Champagne a été extrêmement réactif. C'est formidable. Ça m'a redonné espoir et foi dans le système de la santé. Et donc, à l'automne, j'ai fait tout le protocole de préparation à la greffe de cellules souches, l'autogreffe de cellules souches. On était encore en pandémie, la greffe a été retardée à cause de ça, mais le 1er avril, et ça n'est pas un question d'avril, le 1er avril, j'ai eu enfin la greffe.
Et en fait, comme vous le savez probablement, depuis le jour de l'autogreffe, on compte 100 jours pour savoir si la greffe a fait son travail. Déjà, il faut se remettre de la chimio de l'enfer, hein, parce que le melphalan qui est dans le protocole de la greffe ou l'autogreffe est vraiment un médicament extrêmement brutal. Et il faut se remettre de ça. Donc, en fait, on est très, très, très suivi dans les quelques semaines après la perfusion de la greffe. Donc, les résultats d'analyse, ça devient le sujet quotidien. J'en suis où? Comment sont mes neutrophiles? Est-ce que ça remonte? Etc. Les autres paramètres, les électrolytes, blablabla. En tout cas, c'est vraiment la préoccupation quotidienne. Donc, moi, je me suis assez bien remise, Dieu merci, et ça m'a permis de faire déjà un événement de levée de fonds 2 mois après le 1er avril. Donc, je faisais du vélo, j'avais pas de cheveux, mais j'étais tellement heureuse de rouler au soleil. C'était le mois de mai. Et donc, je me suis assez bien remise de l'autogreffe. Par contre, au bout de 100 jours, on s'est rendu compte que la greffe n'avait pas fait de merveille. Et pour approfondir les résultats, j'ai fait donc un traitement de consolidation avec l'énanthymide et dexamethasone pendant 5 mois. Et donc, on a surveillé les résultats parce que déjà, l'énanthymide a des effets secondaires assez désagréables. Ça impacte beaucoup les neutrophiles, ça nous met en danger. Et donc, on surveillait aussi, bien sûr, le pygmalion. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'enfin, ça marche? Et donc, ça m'a amené un peu plus loin. Dieu merci, je me suis rendue un peu plus loin. Et ensuite, on est passé au traitement de maintien. Donc, plus dexamethasone, Dieu merci, et l'énanthymide en plus faible dose. Et ça a tenu comme ça à peu près 2 ans et demi. Mais au bout des 2 ans et demi, mon pic myélome a recommencé tranquillement à remonter. Mais ce qui a été vraiment l'élément déclencheur pour la décision, c'est qu'on est à ce moment-là à début hiver 2024. Et je faisais de la randonnée en plaquette, tout ça, j'aime le plein air. Mais les montées étaient difficiles. Je me disais, mais voyons comment ça se fait que j'ai encore perdu aussi vite de capacité cardio. Je vais faire plus de randonnée, comme ça je vais me remettre en meilleure forme. Mais ça ne marchait pas. Et la réalité, c'est que j'avais plusieurs embolies. Poumon gauche, poumon droit, effet secondaire du l'énanthymide. Et mon hémato-oncologue qui me suit maintenant au Jewish General Hospital, le Dr. Ryan Kelby, c'est peut-être des noms que vous connaissez, il a été très, très, très surpris. Quand il a su que j'avais fait des d'embolie, en fait, il était sur une chaise à roulettes, il a reculé en disant What? Parce que j'étais tellement pas de profil. Mais c'est ça, les médicaments apportent des effets secondaires qui sont différents selon les personnes. Et dans mon cas, ça ne fonctionnait pas, le l'énanthymide à long terme. Alors, depuis le printemps, fin d'hiver, début printemps, je suis maintenant sur un autre protocole, c'est le protocole DKD, daratumumab, carfilzomib et dexamethasone. J'en suis à mon 8e cycle. Et cet après-midi, mon 3e traitement du 8e cycle au Jewish. Donc, je suis presque à côté. Et ça fonctionne. Ça a abaissé à nouveau mon pic myélome. Et Dieu merci, mes neutrophiles ne sont plus sous la barre du danger, ce qui était un effet secondaire spécifique du l'énanthymide. Mais d'autres personnes peuvent avoir d'autres réactions, peuvent avoir des rémissions plus longues, plus courtes, etc. C'est vraiment individuel. Le commentaire de Michel à ce sujet-là, c'est très avéré. L'expérience du myélome, c'est vraiment personnalisé.
il n'y a pas deux expériences semblables. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de comorbidité, mais les patients qui ont des comorbidités à gérer ou qui ont de nouvelles comorbidités causées par des traitements, que ce soit un problème dans la régulation de la glycémie, de la tension artérielle ou la santé cardiaque, etc. Il y a des impacts qui sont différents pour chaque personne. Et donc, ça, je me suis mis des notes, mais en fait, je suis passée à travers sans même les regarder. C'est quand même mon histoire. Et en fait, je peux dire aujourd'hui, là, c'était très ironique, là, mais quand le docteur Champagne m'a donné mon diagnostic, d'ailleurs, il le fait de façon très humaine. On était en pandémie, évidemment, tout le monde les masques, faisait attention à ce qu'on touchait, le gel, etc. Mais il m'a pris le bras, vraiment pour me le dire. Et ça fait une grosse différence, le toucher. Et la première question que je lui ai posée, c'est mais est-ce que je vais pouvoir faire encore de l'aviron? Ça a l'air complètement débile comme ça. Mais j'avais commencé à faire de l'aviron pendant quelques années sur le lac Léman en Suisse et j'avais choisi mon nouveau domicile à Montréal, près du club d'aviron à la Chine. Je me voyais faire de l'aviron et là, le myélome, le diagnostic, je me disais, ça démolit tout. Et en fait, le diagnostic, c'est toujours trop tôt et c'est toujours brutal. Et ce que Michel expliquait tout à l'heure, c'est très vrai. Dans les groupes de discussion, j'ai parlé maintenant à plein de gens, bien sûr au Québec, mais aussi un peu au Canada, des collègues myélomes anglophones. Et la réaction de tous et toutes, c'est que les gens sont stupéfaits. On ne voit pas venir le myélome. Ce n'est pas des gens qui ont fumé, qui ont un cancer du poumon. Ce n'est pas des gens qui ont mangé beaucoup de barbecue et qui ont un cancer de l'œsophage. Je veux dire, on entend parler de facteurs de risque liés à certains cancers. Mais quels sont les facteurs de risque liés au myélome? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le myélome? Au moment du diagnostic, on ne le sait pas. Donc, la réaction de tous, c'est qu'on est stupéfait. Et s'il n'y avait pas des résultats d'analyse pointus, on ne le croirait pas. On ne le croirait pas. C'est au cœur, finalement, du parcours d'apprivoisement de la maladie. C'est vraiment les résultats. Donc, vous touchez, vous œuvrez dans ce qui est le plus important pour les équipes soignantes et les patients dans le myélome, vraiment au nom d'ailleurs de toute la communauté myélome, je le dis humblement, mais je dis merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les innovations. D'ailleurs, moi, j'ai cette question-là de l'interférence du daratumumab sur les résultats. J'ai cette question-là en ce moment avec Dr. Kedby, mon hémato-oncologue, et je vais le voir dans 2 semaines, donc je lui en parle. On a parlé de faire une analyse plus précise. Et c'est extrêmement important parce que je n'arrive pas à avoir une rémission profonde, donc le pic myélome passe sous le radar. Mais est-ce que, dans mon cas, il y a une histoire d'interférence avec le daratumumab que je prends? C'est une question extrêmement importante pour moi. Et merci d'y travailler. Merci de nous aider à sensibiliser, puisque bien sûr, en développant des tests, des appareillages, en tout ce travail auprès des centres hospitaliers, des centres de soins, pour faire connaître les nouveaux tests, pourquoi c'est important. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est très important. Merci infiniment. Voilà.